Je vais reprendre ma casquette de journaliste pour vous souhaiter le bienvenu dans le grand journal du tourisme. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, presque 4 heures de direct, avec des chroniques, des débats, des échanges, des vidéos et une question centrale au cœur de cette matinée: comment faire de la marque Bassin d'Arcachon un atout à partager? Voici le grand journal du tourisme. Didier Jeannot m'a rejoint sur cette scène. Didier Jeannot, bonjour, merci d'être là parmi nous. Alors, vous êtes le président de l'agence de conseil en communication Horizon Bleu. C'est une agence qui est spécialisée dans la communication territoriale. Vous travaillez en France, mais aussi à l'étranger, dans de très beaux pays, dans les Caraïbes notamment, mais aussi en Turquie, en Chine, je crois. Bref, vous êtes présent dans le monde entier et depuis environ 3 ans, vous accompagnez le CIBA dans sa stratégie et vous accompagnez le CIBA plus particulièrement sur ce que l'on appelle la communication territoriale et le marketing territorial. Alors, c'est un petit peu pompeux comme dénomination. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, tout à fait, Natacha. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, nous travaillons depuis un certain temps avec les collectivités territoriales. Ce que je puis vous dire, c'est qu'on a constaté depuis un certain nombre d'années, depuis 4-5 ans environ, une montée en expertise et en compétences des territoires. Alors, bien sûr, tout ça se fait dans un contexte particulier. On parle de mondialisation, on parle de crise financière et économique sans précédent, on parle aussi, bien évidemment, de concurrence des territoires, et on parle aussi du touriste qui a changé. Aujourd'hui, effectivement, il est mobile, il est hyper connecté, il est hyper informé. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ces territoires se sont posés des questions, bien évidemment, en termes stratégiques. Ils ont affiné leur stratégie pour, aujourd'hui, améliorer l'attractivité de leur territoire. L'attractivité d'un territoire, c'est bien sûr 2 pôles, le tourisme, l'économie, auquel on ajoute la culture, mais aussi l'enseignement, la recherche. Et effectivement, ces territoires ont un objectif qui est celui, bien sûr, de créer de la notoriété, de créer de l'image, et puis de créer du trafic. Mais on s'aperçoit que le marketing territorial utilise toujours les mêmes méthodes et les mêmes outils. Donc, cette concurrence très forte, globalement, il est quand même très difficile de se distinguer, de se différencier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher les atouts spécifiques du territoire en question? Vous êtes gâtés ici, hein, si voilà. C'est ça. Et c'est là que la marque territoriale intervient. Pourquoi la marque territoriale est intéressante? D'abord parce qu'elle s'appuie sur le socle identitaire du territoire. Chaque territoire, et le bassin d'Arcachon, bien évidemment, en est un exemple effectivement prégnant, chaque territoire a sa propre histoire, a sa propre identité. Elle a effectivement ses couleurs, ses tons, son vocabulaire, son patrimoine bâti et naturel, ses codes. Et donc ce territoire, aujourd'hui, cette marque va pouvoir se baser sur cette identité et pouvoir effectivement créer de la préférence, de la distinction. C'est pourquoi effectivement la marque territoriale est quelque chose de très important. Alors, en plus, elle permet une ambition et une vision commune à l'ensemble des acteurs, que ce soit les habitants, les acteurs du tourisme, les élus. Et donc, elle va pouvoir fédérer l'ensemble des énergies. Chacun va pouvoir s'approprier et participer à la marque territoriale pour effectivement rayonner. La marque devient en quelque sorte un totem pour l'extérieur et permet effectivement de se différencier. Le bassin d'Arcachon, avec la marque Les Vraies Vacances, n'y échappe pas, vous venez de le dire effectivement à l'instant. Alors, Les Vraies Vacances, c'est évidemment le nom du spot qui a été diffusé au cours de la saison 2013. Ce spot télévisé est reconduit pour la saison 2014. Je vous propose que nous le regardions ensemble.
bassin d'Arcachon, les vraies vacances, c'est ici. C'est vrai que lorsque l'on voit ces images, franchement, on se dit qu'ici, vous n'avez eu que l'embarras du choix pour trouver les images qui donnent envie aux touristes de venir. Vous êtes dans une région absolument magnifique, une région qui ne peut que séduire, qui a tous les atouts possibles. Complètement. C'est une vraie chance, effectivement, d'avoir autant de matériaux à travailler pour faire des images, effectivement, et pour créer cette préférence, cette différenciation. Didier Jeannot, je vous remercie. Vous allez rester à mes côtés car vous allez être au cours de notre matinée le témoin privilégié, le fil rouge pour commenter chacune des chroniques de cette édition du Journal du tourisme du bassin d'Arcachon qui est très largement inspirée d'une émission qui fait un petit peu concurrence à France Télévisions, pas à Télématin puisque ce n'est pas la même heure. Vous avez remarqué que nous nous étions inspirés bien sûr du grand journal de Canal+. Je vais maintenant accueillir à mes côtés sur ce plateau Isabelle Galinier qui est la directrice des services communication et promotion touristique du bassin d'Arcachon au CIBA et Frédéric Dugénie qui est la présidente de la MOPA. Merci à toutes les deux de venir nous rejoindre. Je commence avec vous, Isabelle. Je pense que quasiment tous les professionnels qui sont dans cette salle vous connaissent puisque vous gérez tous les aspects touristiques du CIBA. Isabelle, vous nous avez concocté pour aujourd'hui un programme absolument exceptionnel avec vos équipes. Je vous laisse nous mettre l'eau à la bouche. Merci Natacha. Tout d'abord, merci et bienvenue à tous. Alors effectivement, la matinée va être découpée en 4 chroniques. La première, tout d'abord, quand les habitants deviennent les ambassadeurs d'une destination touristique. Donc cette chronique va être animée par Frédéric. Et nous aurons bien sûr des témoignages de nos voisins québécois, un peu plus lointains, et nos voisins un peu plus proches, même si les Alsaciens qui sont parmi nous et que je remercie. Ensuite, deuxième chronique de la matinée, et si nous allions à la rencontre de nos clients. Cette chronique sera animée par Alain Vivien, le président de l'Union départementale des offices de tourisme. Et puis nous aurons en invité Olivier Lépine, le directeur général de l'Office de tourisme de Biarritz. Ensuite, la troisième chronique, nous aurons une pause entre deux, et la troisième chronique, le numérique, où en sommes-nous? Chaque année, vous savez qu'au cours de ces rencontres, c'est forcément un volet important que nous traitons ensemble. Donc nous aurons en animateurs Pierre Éloi et Jean-Baptiste de la MOPA. Et puis enfin, la dernière chronique, professionnels du tourisme, acteurs publics et privés, vous souhaitiez un événement depuis plus de 4 ans. Les communes l'ont créé, il porte un nom, les bicyclettes bleues. Donc nous vous présenterons cet événement que nous vous avions annoncé en 2013. Et puis bien sûr, la matinée se terminera par un cocktail déjeunatoire. Voilà Natacha, le programme de ce matin. Merci beaucoup Isabelle. Alors vous l'avez compris, c'est un riche programme, riche en échanges, riche en vidéos, riche aussi en clin d'œil puisque nous avons souhaité nous inspirer de Canal+. Il va y avoir une revue de presse. Je vais vous mettre une fois de plus l'eau à la bouche pour vous dire que cette revue de presse un petit peu décalée vous réserve quelques très très jolies surprises. On va passer donc à notre première chronique. Frédéric Dugénie, c'est à vous d'inaugurer cette première chronique. Alors d'abord, peut-être faut-il repréciser ce qu'est la MOPA. Bonjour à tous. Alors la MOPA, c'est la mission des offices du tourisme et pays d'accueil touristique. Pour être plus simple, c'est l'équivalent d'une fédération régionale d'offices du tourisme avec 3 objectifs principaux. 1, la professionnalisation des offices, tout ce qui va être de l'ordre de la formation, de l'évolution de nos métiers, de la qualité dans les offices du tourisme. Un deuxième point autour de la structuration des territoires. Nous sommes obligés maintenant, pour être plus compétitifs, de se regrouper, donc l'importance de définir des territoires touristiques. Et le troisième chapitre qui est autour des marques de pays.
Alors, on l'a compris, le thème de cette première chronique, c'est vraiment de remettre l'humain, de remettre les habitants au cœur de la promotion touristique. Pourquoi cette nécessité ? Alors, moi, j'ai envie de dire une chose. Pourquoi on se pose cette question de l'habitant maintenant? D'abord, l'habitant, c'est à la fois un citoyen, un prestataire touristique ou un porteur de projet. Donc, il faut avoir une vision un peu plus large. Mais si on se concentre exclusivement sur le citoyen, je pense que trop longtemps, le citoyen a été oublié du développement touristique. On a mené un chapitre économie présentielle, en parallèle économie touristique. L'objectif du tourisme était bien d'amener de plus en plus de touristes sur nos territoires, d'attirer de plus en plus d'offres qui correspondaient aux attentes des clientèles que l'on visait. Mais on ne s'est pas trop préoccupé de l'habitant. Et souvent, en fait, on s'est rendu compte, surtout sur des territoires comme les nôtres, je viens de Biscarrosse, mais le bassin d'Arcachon est dans la même situation, territoire très touristique. Du coup, l'habitant se sent un peu, comment dirais-je, à la fois harcelé parce que le touriste est vécu comme un envahisseur, et à la fois exclu parce que du coup, il est en manque total de reconnaissance. On est tous pareils, nos habitants sur des territoires ou des stations qui font 10-12 000 habitants ont une relation avec le commerçant tout au long de l'année qui est plutôt privilégiée. Arrivé en plein été, on est un numéro parmi tant d'autres et donc on n'a plus ce contact, on ne se sent plus chez nous et du coup exclu. Et ça, on a beaucoup travaillé à Biscarrosse sur ce sujet-là, au travers d'enquêtes qualitatives. L'objectif était vraiment de trouver les chapitres ou les points d'ancrage qui nous permettaient de intégrer l'habitant dans la politique touristique et lui faire comprendre l'intérêt. On a même été jusqu'à former les écoles primaires à l'accueil des touristes parce qu'on sentait qu'il y avait un petit décalage dans le discours. Donc vous voulez dire que tout petit, oui, les jeunes de votre si belle région en ont déjà marre des touristes. Je pense que les parents les forment beaucoup à ce décalage. Donc c'est pour ça qu'on estime qu'à 7-8 ans, on entendait des discours qui étaient un petit peu surprenants. Donc l'idée était d'essayer de les corriger très vite et de leur faire comprendre l'intérêt de cette diversité, de cet accueil. Alors, donc nous, l'idée c'était de dire écoutez l'habitant, il nous écoutera. L'habitant, il est un consommateur pour lui tout seul, il est un consommateur parce qu'il accueille des amis, il accueille sa famille chez lui souvent, donc c'est un consommateur comme tout le monde, s'il est content, il en reparlera et il incitera à la consommation. C'est donc un prescripteur. Mais à côté de ça, on évoque très rapidement le tourisme qu'on appelle participatif, c'est-à-dire le touriste, enfin l'habitant qui se mêle maintenant de l'offre touristique et qui s'intègre directement dans l'offre touristique d'hébergement. Je ne vais pas citer tous les sites parce qu'ils sont un peu compliqués, mais type Airbnb pour ceux qui connaissent. Ils s'investissent dans la partie restauration. Expliquez-nous peut-être ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ce sont des sites, pour aller très rapidement, où l'habitant accueille chez lui de la population touristique, soit à titre gracieux, soit à titre payant, ce qui peut être un petit peu problématique par rapport aux hébergeurs professionnels, mais qui acceptent de passer un temps avec le touriste pour lui donner une autre vision de son territoire. C'est très à la mode, ça, c'est très tendance. Aujourd'hui, on a tous envie d'aller vivre ce que vivent les habitants dans une région qu'on ne connaît pas à la base. Exactement ça, on peut se projeter nous-mêmes en allant à l'étranger. On peut avoir des clientèles qui vont aller dans des hôtels 4 et 5 étoiles, mais qui vont passer 1 ou 2 nuits chez l'habitant parce qu'ils ont envie de prendre part, de mieux connaître la vie dans ces pays-là. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre forcément en concurrence, mais plutôt justement en termes de volonté de découvrir et de respecter les habitants chez qui nous allons. Donc il est vraiment acteur de l'offre en hébergement, il est acteur de l'offre en restauration, même chose, l'habitant peut accueillir chez lui des touristes, amis, j'allais dire, pour lui faire partager une partie de son repas ou faire découvrir des plats locaux. L'habitant peut être également acteur de visite, donc on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on va évoquer la problématique des greeters en suivant. L'habitant peut être également créateur de topo-guide, j'allais dire, parce que s'il est randonneur, il a plein de sites sur lesquels il va pouvoir déposer des parcours, etc. Donc il a une connaissance beaucoup plus qualifiée qu'il n'avait avant de l'offre touristique et en tout cas cette envie d'accueillir. Donc je pense que ça c'est quelque chose de très important parce que l'interaction habitant-touriste, plus elle se fera, mieux ce sera. Il est également aussi promoteur parce qu'on a beaucoup d'habitants blogueurs. Nous, Office du tourisme, on fait souvent appel également à des habitants pour concevoir des blogs ou les créer. Et puis, il est aussi, j'allais dire, ambassadeur numérique, c'est-à-dire que c'est le premier qui va poster sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, du contenu sur nos territoires. Donc, profitons de cet habitant, essayons de faire monter la mayonnaise, surtout qu'en parallèle à ça, on a un comportement de clients qui a quand même changé. On le disait tout à l'heure, c'est un peu à la mode. Heureusement, ils ne sont plus intéressés que par la plage, le soleil et la mer.
ils sont demandeurs, alors ça reste encore une niche de clientèle, mais ils sont demandeurs de découvrir, ou de parler avec des vrais gens, comme ils disent, de découvrir les territoires, de parler d'histoire et de tradition. Alors sur des territoires comme les nôtres, en tout cas le mien, c'était pas forcément ce qui était arrivé naturellement. Donc moi je trouve que cette mayonnaise respect mutuel, c'est-à-dire l'habitant qui s'intéresse au touriste, qui a envie de lui faire partager son territoire, et à l'inverse le touriste qui a envie de découvrir l'habitant, et bien aujourd'hui cette interaction, on essaie de la faire monter un petit peu pour que justement elle soit plus grande et que ce respect mutuel se développe. Alors on sent que c'est une véritable tendance aujourd'hui, presque un phénomène de société. On a envie tous de vivre la vie des vrais gens lorsque l'on va quelque part. Ça fait sourire parce que moi, la première, lorsque je fais un reportage, dans les consignes que je donne, c'est toujours « je veux rencontrer des vrais gens ». Voilà, vous voyez, on y revient. L'exemple. Évidemment, cette tendance, elle ne concerne pas que la France. Vous avez rencontré quelqu'un au Québec qui fait la même chose. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Voilà, tout à fait. Donc, le Québec est aussi une destination qui a beaucoup avancé sur le numérique, nous aussi. Et on se rend compte que finalement, le numérique a été un outil en soi pour développer l'accueil et l'information. Mais à l'inverse, par expérience, ça fait 3 ans que je suis dedans à l'Office du tourisme de Biscarrosse, on a un réel retour à l'humain là encore et un besoin, avec cette foison d'informations qu'on a partout, de se dire le conseil humain est béni, c'est quand même lui et lui seul qui va pouvoir nous conseiller dans notre séjour. Donc le principe du Québec, lui, il a intégré l'habitant en tant que prescripteur, vous allez le voir. Donc c'est Éric Bilodeau qui ne peut pas être parmi nous parce qu'il était un peu loin, bien sûr, mais qui s'est proposé gentiment de nous envoyer une vidéo et de nous expliquer son principe autour de sa mission, son projet qui s'appelle Effet Québec. Je vous propose d'écouter la vidéo. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui, journée du bassin d'Arcachon, les journées touristiques, pour vous parler d'un succès médiatique d'une opération de relations publiques que l'on a fait dans la région de Québec, dans la belle province de Québec, dans la ville de Québec, où nous avons fait un appel à la population pour nous aider à faire la promotion de la ville de Québec. Donc, on va vous parler dans les prochaines minutes du succès de l'opération Effet Québec. Hey les amoureux de Québec, vous connaissez la place parfaite pour lâcher votre fou en famille? Ou bien le meilleur coin pour admirer la vue du fleuve? Ou alors un endroit super romantique, totalement inusité pour impressionner votre douce moitié? J'ai dit super romantique? Totalement inusité? Québec et sa région débordent de lieux inspirants, inusités et méconnus. De grands incontournables, des trésors cachés, des événements spectaculaires. Vous êtes sous le charme de la ville? Joignez-vous à l'Effet Québec et venez nous raconter vos trouvailles et vos anecdotes. Partagez avec nous vos petits secrets et vos grands coups de cœur. Vous pourriez gagner l'un des 7 fortes enchanteurs signés Québec. Ou encore voter dans 10 palmarès pour les lieux de Québec que vous préférez. Qu'est-ce que vous attendez? Venez-vous-en! Visitez effetquebec.com et faites partie du mouvement. C'est une opération d'appel à la population que l'on a fait l'été dernier, à l'été 2013, dans la ville de Québec, où on a appelé les citoyens à nous aider à faire la promotion de la ville de Québec, la promotion touristique. On a donc demandé, on a créé le site internet effetquebec.com et on a demandé aux gens de nous aider à identifier les meilleurs endroits de Québec, les meilleurs restaurants de Québec, les meilleurs lieux touristiques, les meilleurs parcs, les plus belles rues, les petits côtés les plus charmants de la ville. Et la population est donc invitée à aller voter à ces lieux et en ajouter s'ils le veulent. Et le vote de la population fait que les événements deviennent en ordre d'importance. Donc le premier, le deuxième et le troisième, c'est la population qui décide ainsi. Donc, on demandait aux gens de voter pour les palmarès et on demandait également aux gens de nous donner, sous forme d'écrit, un petit mot pour nous décrire leur coup de cœur de Québec. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus de Québec? Qu'est-ce qui les fait vibrer le plus dans leur vie? On est fiers de notre ville, alors qu'est-ce qui les rend si fiers? Alors on les invitait justement à inscrire ces informations. Donc ça a permis donc de développer la fierté de Québec, ça a permis aussi à la population de Québec de prendre connaissance, de prendre conscience de l'importance de l'industrie touristique pour une ville comme la nôtre. En fait, c'est la deuxième ou la troisième industrie la plus importante. Le nombre d'emplois dans les restaurants, dans les hôtels. On a donc fait la publicité ailleurs dans la province de Québec, surtout dans la région de Montréal. C'est là où on fait le plus gros de nos placements publicitaires.
Et on a fait la promotion aux gens de Montréal en leur disant, si vous allez passer quelques jours à Québec, allez voir le site effetquebec.com et vous allez voir ce que les gens de Québec vous proposent de faire lors de votre prochain séjour à Québec. Donc, Québec, vu par les gens de Québec. Hein, vous savez, les succès comme les sites de commentaires du public, comme les sites de TripAdvisor, ce sont des succès en médias sociaux et des succès viraux importants. Alors, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Les gens de Québec disent aux gens du restant de la province de Québec quoi faire lorsqu'ils vont venir ici. Et c'est le succès de l'opération, tant localement, parce que les gens ont embarqué dans le coup, plus de 50 000 personnes ont visité notre site en 4 semaines, en 1 mois. Et d'autre part, les gens du reste du Québec sont allés s'inspirer de lieux souvent inédits. Il y a des lieux qui sont très connus, des lieux touristiques qui sont très connus, mais des fois des lieux un peu plus méconnus, inusités, inédits. Et c'est ça le secret, la finesse de l'opération l'effet Québec. Donc, on a mobilisé la population de Québec pour inviter les gens du Québec à découvrir Québec, mais sous un autre jour. Et ça a été vraiment bon. Médiatiquement, tous les médias de la région de Québec ont embarqué dans le coup parce que tout le monde est fier de la ville. L'opération en tout, à l'été, nous a coûté 60 000 $ canadiens. Mais je peux vous dire qu'en retombée, contrairement parfois à des publicités que l'on achète et dont on n'entend jamais parler, on n'a aucun effet, aucune retombée parce qu'on a de la misère à vérifier l'impact. Le 60 000 $ a été très rentable parce qu'il nous a permis de faire parler beaucoup de nous et de développer encore plus le sentiment de fierté. Donc, ça a été un bon coup à peu de frais, quand même, médiatiquement, dans le cadre d'une campagne d'été de près de 3 millions de dollars, de 60 000 $ investis dans l'effet Québec a vraiment été profitable. Frédéric, une réaction parce que ici sur le plateau, évidemment, il y a un chiffre qui fait réagir, c'est le montant de cette campagne. 60 000 $, c'est un peu moins de 40 000 €. Ça paraît presque dérisoire comme somme investie pour une campagne de communication et je crois que ça démontre à quel point replacer les habitants au cœur de la communication territoriale, c'est un atout majeur. Je crois que c'est exactement ça et en fait on n'a jamais assez profité, comme je disais tout à l'heure, de cette richesse qu'on avait autour de nous, des habitants qui étaient eux-mêmes prescripteurs, qui étaient eux-mêmes consommateurs et en capacité donc de conseiller. Et puis là j'ai envie de rebondir juste sur un deuxième sujet. On est sur une tendance, et même plus une tendance, ça a été l'impact des réseaux sociaux, de se dire que nous, Office du tourisme, on ne peut plus se permettre d'envoyer des listings ou de répondre à des questions de gens par des listings. On est vraiment sur un conseil demandé par le client. Et là, du coup, ce conseil, il est apporté, entre autres, par l'habitant, ce qui est pas mal, parce que c'est quand même lui qui vit sa ville et qui est capable, là aussi, de donner le petit truc ou le petit coin qu'il ne faut pas rater quand on va à Québec. On remercie peut-être votre alter ego québécois. Merci, Eric. Qui nous a apporté une petite touche de sourire ce matin grâce à cet accent toujours aussi charmant. À vos côtés, Frédéric, ça ne va pas être l'effet Québec, mais plutôt l'effet alsacien. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouveaux invités qui viennent donc d'Alsace. Guillaume Colombo, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et de sa région. Donc Guillaume qui est au centre de notre pupitre. Et Christophe Bergamini, vous êtes directeur de l'Office de tourisme de la vallée de, attention je m'applique, de Kaisersberg. J'ai bien prononcé ? Je me suis entraînée toute la soirée. C'est la station du Lac Blanc. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Donc Guillaume va nous parler de l'habitant accueillant, c'est-à-dire celui qui va jouer le rôle d'accueil qui était jusqu'à maintenant porté par les offices du tourisme ou les guides touristiques, donc autour des greeters à Mulhouse. Alors un nom barbare, Guillaume, qu'est-ce qu'un greeters ? Alors effectivement, bonjour à tous, c'est un nom un petit peu barbare. C'est un nom greeters qui est décliné de l'anglais du verbe to greet, qui veut dire accueillir de manière chaleureuse, comme ça a été démontré sur les sujets précédents. C'est un concept qui est né en 1992 à New York, donc qui a traversé l'Atlantique et qui se développe maintenant beaucoup en France et en Europe, qui consiste tout simplement pour des habitants bénévoles à se rendre disponibles pour proposer aux touristes de leur faire découvrir justement leur petit coin, leur bon plan, de les accompagner, de leur faire vivre la ville, vivre le territoire comme ils ne vivraient pas simplement avec un accompagnement professionnel ou des guides touristiques. On
découvre en même temps que vous parlez, Guillaume, ces images en fait d'Alsace, avec l'arrivée de touristes qui vont certainement être accueillis par des greeters alsaciens. Expliquez-nous tout ça. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, le principe, c'est vraiment de travailler sur la spontanéité, de mettre en valeur vraiment la notion de partage, de rencontre. Notre réseau de greeters, par exemple, sur Mulhouse, compte des greeters qui ont de 24 à 74 ans, qui sont actifs, qui sont retraités, qui sont mères de famille, pères de famille, sans emploi, qui travaillent, etc., étudiants ou autres. L'objectif étant vraiment d'avoir une vraie représentation de la société, finalement, et de pouvoir accueillir l'intégralité des visiteurs avec le petit plus qui va leur permettre de trouver ce qu'ils cherchent, ou peut-être même ce qu'ils ne cherchaient pas, pour pouvoir finalement les faire rester un petit peu plus longtemps ou leur donner envie de revenir sur le territoire. Comment vous les recrutez, vos greeters alsaciens qui vont accompagner les touristes? Est-ce que ça se fait sur la base de la spontanéité du volontariat ou est-ce qu'au contraire, il y a une démarche active pour aller essayer de solliciter les habitants d'Alsace en leur demandant justement d'être vos ambassadeurs? Alors, il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant que les choses sont installées, puisque le réseau de greeters de Mulhouse fonctionne depuis 2011, on a des personnes qui se mobilisent et qui nous contactent. À l'origine, il a fallu expliquer ce que c'était, il a fallu rassurer, il a fallu aller chercher effectivement des habitants qui peut-être étaient déjà investis ou ne l'étaient pas encore parce qu'ils se disaient, comme ça a été dit précédemment, que le tourisme finalement c'était pas forcément leur histoire. Et il fallait aller les chercher et leur expliquer que le tourisme est un rôle effectivement que l'ensemble des personnes présentes sur un territoire doivent porter et pas uniquement les professionnels qui travaillent dans la filière. Et quelle est leur motivation pour participer à ces activités? Parce que quand même, il faut donner de son temps, il faut aller à la rencontre des autres, donc c'est quand même une forme de générosité. On sait que les Alsaciens sont des gens très généreux, mais ils ont certainement des motivations très personnelles pour se lancer dans cela. Alors assez généralement, la motivation principale, c'est la motivation de partage. On a effectivement une grosse partie des personnes qui se portent volontaires pour être bénévoles, qui sont des personnes qui soit ont beaucoup voyagé, ont changé de région, ont eu l'occasion d'arriver dans une région et de devoir tout découvrir par eux-mêmes, ou à l'inverse, des personnes qui, très fiers de leur territoire, ont envie de partager des valeurs qui ne passent finalement que peu dans des guides touristiques, dans des clips promotionnels, etc. etc. Donc la première motivation reste une motivation de partage. Et je dis assez souvent pour l'anecdote qu'il est important que le greeter retire autant de la rencontre que le visiteur et le touriste lui-même. Bien sûr, on est véritablement sur un échange de savoir, un échange de traditions. Et puis, quand on est dans une région où le patrimoine, quel qu'il soit, est extrêmement riche, bien sûr qu'on a envie de faire partager son propre patrimoine. Merci beaucoup, Guillaume. Je crois, Isabelle, que tout cela est aujourd'hui en phase de réflexion sur le bassin et que vous allez aller, vous aussi, ici sur le bassin d'Arcachon, dans cette même démarche. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un hasard, effectivement, si on a mis en préambule de ces rencontres cette thématique tourisme participatif, parce qu'on a un groupe d'étudiants qui est présent dans la salle, Master Tourisme de l'Université de Bordeaux, qui travaille avec nous depuis quelques mois pour savoir un petit peu, pour voir un peu au niveau du bassin si les habitants étaient prêts à s'investir aussi dans la promotion touristique. Et Frédéric le disait aussi en préambule, surtout sur le bassin d'Arcachon, où aujourd'hui on sent vraiment, les élus peuvent en témoigner, un clivage entre la clientèle touristique et les habitants qui se sentent envahis. Donc il est important pour nous que ça devienne une de nos priorités pour que l'habitant joue un rôle et ne se sente pas exclu de ce développement touristique. Donc ce groupe d'étudiants a fait tout un diagnostic, a interrogé des habitants, a fait un sondage sur le terrain. Et puis on a un plan d'action qui va être proposé aux élus du CIBA en mars. Et je pense que ça va être forcément... Alors, il ne faut pas se mentir, ça reste une niche. Hein, c'est pas, on ne va pas remplacer les guides professionnels, ni les offices, c'est absolument pas l'objectif. C'est en complément. Voilà, c'est dans l'air du temps, ça existe et ça correspond à un besoin aujourd'hui de la clientèle touristique. Donc notre rôle, c'est d'y répondre et d'évoluer aussi, faire évoluer notre métier par rapport à ces besoins. Donc voilà, je pense que ça va être un dossier important que l'on va travailler avec les offices de tourisme, bien sûr, parce qu'il ne faut pas y aller pour y aller. Il faut y aller en sachant précisément ce que l'on veut faire,
Reuters ou autre chose, ou uniquement sur le numérique. Mais voilà, on va soumettre un certain nombre d'actions et puis on soumettra aux élus et aux offices de tourisme. Mais l'intérêt, c'est de construire tous ensemble. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut vraiment qu'il y ait une stratégie derrière le tourisme participatif. J'imagine que si aujourd'hui vous vous lancez dans cette démarche du tourisme participatif, c'est parce que grâce à cette étude, vous avez pu constater que les habitants du bassin sont prêts eux aussi à se lancer. Oui, la bonne surprise de ce premier diagnostic, c'est justement nous qui pensions que les habitants avaient plutôt un rejet de la clientèle touristique. Le sondage effectué montre qu'ils sont prêts à s'impliquer de différentes manières. Donc ce diagnostic est vraiment positif parce que voilà, il faut organiser tout ça, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment. Et ça va être notre rôle avec les offices de tourisme. Mais contrairement aux a priori, ils sont prêts à participer. Et je crois même que certaines personnes interrogées sont dans la salle. Alors, on est, vous l'avez dit Isabelle, sur une niche, il ne faut pas, voilà, se voiler la face. Peut-être que c'est quelque chose comme c'est plutôt tendance qui va se développer, mais pour l'instant, il est important de convaincre et que cette relation se passe bien aussi, parce que la conséquence, c'est qu'un jour, il peut y avoir un problème par rapport à ça. J'assimilerais ça plus, par exemple, au luxe, c'est de l'hyper-personnalisation de l'accueil. C'est-à-dire que ce qu'un greeter va dire à quelqu'un qui l'accueille, il ne le dira pas à son voisin parce qu'il n'aura pas forcément les mêmes atomes crochus, il n'aura pas forcément les mêmes thématiques ou les mêmes centres d'intérêt. Donc du coup, on est vraiment dans cette niche-là et ça c'est important. Mais je voudrais juste que Guillaume rebondisse sur un sujet qui est important, c'est la perception, parce que souvent c'est mal pris, du guide national sur le greeter. Ce n'est pas du tout, comme l'a dit Natacha, un concurrent, loin de là. Je pense que chacun a sa mission. Et donc, si Guillaume, vous pouvez nous l'expliquer, ce serait gentil. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est nous posée. On est office de tourisme, on propose des visites guidées. C'est une forte partie de notre activité commerciale, hein, on va pas se mentir. C'est une forte activité aussi en termes de volume. Donc l'idée n'était pas du tout, permettez-moi l'expression, mais de nous tirer une balle dans le pied en développant ce réseau de greeters, mais bien d'avoir quelque chose de complémentaire. Ce que je dis assez souvent, c'est que la différence pour moi entre le guide conférencier et le greeter, c'est qu'on a avec les greeters plutôt la mise en valeur du contenant que du contenu. C'est-à-dire que les greeters n'ont pas vocation à transmettre du contenu sur le patrimoine, les traditions, etc. Alors naturellement, quand on se balade avec des amis, on leur présente notre région, on leur présente ce qui fait la force de la région, mais on n'a pas la garantie de transmission de savoir, de médiation culturelle que vont avoir les guides de conférenciers. Donc nous, on est très attentifs à ça. Et c'est vrai que je suis personnellement aussi très investi au niveau national de manière à ce que ces greeters ne soient pas dévoyés et que demain ils deviennent des espèces de faux guides qui seraient là pour le coup très problématiques. Voilà. C'est plus un moment de vie partagé en fait avec un habitant. Une expérience. On se dit bien qu'aujourd'hui, les plus grands souvenirs qu'on a de nos vacances, c'est l'expérience qu'on a eue à un moment. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que ces grites, parce qu'on appelle ça des grites, ces rendez-vous, soient l'expérience dont les gens se souviennent. C'est très à la mode. Hein. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ma chaîne. Une émission qui fait aujourd'hui un carton, c'est un voyage en terre inconnue. C'est exactement le principe, alors à l'échelle mondiale, mais ça prouve à quel point on est aujourd'hui dans cette tendance. Ce qui est rassurant parce que les gens s'intéressent plus, dans le cadre de leurs vacances, au territoire qu'ils visitent qu'il ne c'était le cas il y a 10 ans, on va dire. Donc on va peut-être laisser la parole à Christophe. Christophe, bonjour. Donc Christophe a été primé pour un site qui s'appelle J'ai envie d'eux, donc il laisse plein d'espoir. Premier prix du e-tourisme 2013 aux rencontres de Pau, qui est un grand événement numérique au sein des offices du tourisme. Christophe, 2 petits mots sur ce site J'ai envie d'eux. Et surtout, si j'étais habitant à Arcachon et que j'avais un site J'ai envie d'eux à Arcachon, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter ? Alors oui, c'est pas moi qui ai été primé, hein, vous l'avez bien dit, c'était le site internet et on l'a fait en commun avec l'Office de tourisme de Mulhouse. Donc on est parti d'un territoire urbain, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter Mulhouse, et nous, territoire rural, 10 communes, 17 000 habitants, pas du tout la même chose. Par contre, on s'est retrouvés sur ce J'ai envie d'eux. On s'est retrouvés sur l'idée, c'est vous êtes tous allés en vacances, vous voulez savoir ce qu'on peut faire avec des enfants, vous voulez savoir
ce qu'on peut faire quand il ne fait pas beau. Ça peut arriver. Bon, chez vous, non, mais chez nous, ça arrive. Faire des rencontres, aller voir ailleurs. Et puis, ou pourquoi pas, trouver un restaurant qui n'est pas sorti d'une réunion à 21h et s'est dit... un lundi. Un lundi, où on peut manger aujourd'hui sur notre territoire. Ici, c'est très facile. Hein. Tout est ouvert le lundi soir à 21h. C'est ça, Natacha. À Paris, il n'y a pas de problème. À Kaisersberg, c'est un peu plus difficile, surtout au mois de janvier. Donc, effectivement, on s'est dit, mais mince, ce sont les demandes de nos touristes. Et à Mulhouse et à Kaisersberg, on a les mêmes demandes. Donc, on est parti sur ce site que vous voyez à l'écran, où vous allez avoir plusieurs envies. Alors, le gros travail a été de nos équipes de qualifier ce travail, justement, de qualifier cette base de données, et puis d'être sûr, cette hyper-personnalisation, d'être sûr, si on dit que lundi à 21h, lorsqu'on regarde sur J'ai envie de, on trouve le restaurant Le Flamenco, par exemple, qui est une spécialité de tarte flambée, eh ben, il faut, quand j'arrive à 21h05, il soit bien ouvert et ils veulent me servir. Eh bien oui, ça c'est notre travail. Et puis une autre partie, pour remettre les habitants, je vous ai parlé de vous, habitants, on n'a pas pensé uniquement aux touristes. Et il faut que vous, les habitants de notre territoire, vous puissiez... Vous êtes interrogés. Nous, on reçoit 10% de la clientèle qui est sur notre territoire. Encore, hein, c'est des statistiques qu'on essaye d'avoir 10%. Vous êtes interrogés. Dites-moi, où c'est que vous allez manger, vous, monsieur le maire, à Arcachon, où on va manger? Moi, je sais hein, où va monsieur le maire. Bon, d'accord. Les offices du tourisme, on n'avait pas le droit de dire « tenez, voilà la liste, tenez, regardez ». Non. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de manger des fruits de mer, vous avez envie de manger du traditionnel, de l'exotique. Et en plus, il faut savoir s'il est ouvert. Donc voilà, c'est ce site qui fonctionne bien. C'est un vrai boulot, mais ça marche. Il a été créé quand, Christophe? Alors, on l'a lancé début juillet 2013. Il est en pleine mouvance encore. La version 2, c'est une société de Bordeaux qui nous a accompagnés sur ce travail. Donc vous voyez, hein, nul n'est prophète en son pays. Et effectivement, la version 2 va arriver pour le mois d'avril, enfin on espère, parce que nous, ça va se réveiller vers le mois d'avril. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'on a 3 autres territoires alsaciens qui vont nous rejoindre dès 2014. Et pour répondre à votre question, Frédéric, j'ai envie.2/bassin d'Arcachon, mais quand vous voulez, quoi. Je ne me suis pas dit. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose, parce que je suppose que pour la salle, se dire qu'un office du tourisme fasse un site comme ça, qui soit capable d'orienter le client au bon endroit au bon moment, ça paraît simple. Or, pour être de l'autre côté de la barrière, c'est quelque chose qui est excessivement compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, les prestataires vont nous dire « je suis ouvert du 15 mars au 15 septembre » et puis ils ont décidé de partir en congé le 1er septembre et ils ne nous le disent pas forcément. Donc, le travail que vous avez fait, c'est ce qu'on appelle, pour être plus pédagogique, l'Internet de séjour. C'est-à-dire aller très finement sur chacune des fiches des prestataires pour être en capacité de connaître parfaitement les périodes d'ouverture, les jours d'ouverture, les horaires d'ouverture, pour le jour où, en situation mobile ou autre, on puisse, parce que c'est un site que l'on peut voir en toute mobilité, que l'on puisse avoir ce vrai conseil. Et comme vous le dites, là, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'aller envoyer quelqu'un dans un restaurant un jour à telle heure, alors que, par le plus grand des hasards, celui-ci sera fermé parce qu'il aura décidé de faire autre chose ce jour-là, ce qui arrive beaucoup sur nos territoires, ça serait un peu compliqué en retour pour l'Office du tourisme. C'est ça, mais j'ai la chance d'avoir des élus qui nous ont donné des moyens. Et encore pour alors des moyens humains, parce que y a pas, la technique, elle est là. Ouais. Les moyens humains, c'est-à-dire d'appeler, d'aller voir nos prestataires, nos professionnels du tourisme, pour leur expliquer l'importance. Vous savez, là, on parle d'un site d'office du tourisme, mais que ce soit la Fourchette, Dis-moi où, ou d'autres applications comme ça, ils commencent à l'utiliser. Google l'a lancé il n'y a pas très longtemps avec les horaires. Et là, les professionnels du tourisme renseignent leurs fiches Google. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est qu'ils renseignent leurs fiches Google, mais pas forcément celles de l'Office de tourisme. Donc c'est à nous de leur montrer l'importance. Et puis, vous savez, là, j'ai déjà eu des retours d'expérience. Quand vous avez un professionnel qui vous dit « Christophe, c'est super, grâce à J'ai envie d'eux, j'ai déjà eu 3 clients qui sont passés là cette semaine. »
et ben, le bouche à oreille, c'est pas à vous que je vais dire le contraire, et ben, ça va fonctionner. Donc voilà, alors, des moyens humains, c'est de la pédagogie. Il faut sans arrêt les rappeler, aller leur montrer, aller chez eux, et ne pas attendre qu'ils viennent dans nos réunions ou dans nos bureaux. Il faut vraiment se déplacer, et pour ça, il faut que nos équipes soient formées et aillent les voir régulièrement. Donc c'est un gros travail pour les offices de tourisme qu'on appelle de coordination des acteurs, donc d'être sur le terrain au plus près des relations avec les prestataires pour que cet échange se fasse. Mais je pense qu'en conclusion, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on regarde les statistiques, le premier lieu d'information pour un touriste, c'est son hébergement. Donc ça veut dire que la pyramide où l'office du tourisme décide, informe, et puis les hébergeurs, quand ils distribuent un plan, disent « je fais votre boulot », c'est fini. Aujourd'hui, il faut que les différents sites de consommation soient eux-mêmes des lieux d'information pour, là encore, développer beaucoup plus de consommation territoriale. Donc ça veut dire que chaque acteur que vous êtes dans la salle et ailleurs, il faut que chacun prenne sa part de cet accueil et de cette information et reste à l'office du tourisme d'offrir ou de mettre en place l'outil qui va être le plus répondant aux attentes des clients et qui va permettre à chacun de mieux se vendre et de vendre son voisin. Et nous, on a une petite phrase, je vais en terminer là-dessus, parce que le temps court. Effectivement, on espère que nos prestataires, nos professionnels du tourisme, les habitants soient notre Google à nous. C'est pas la peine de chercher sur Google « j'ai envie d'eux », il faut le taper tout simplement dans votre barre d'adresse en haut. Volontairement, il ne va pas être référencé sur Google. En plus, avec « j'ai envie d'eux », imaginez avec quoi on peut être en concurrence. Donc, volontairement, notre Google, c'est les habitants, les élus et les professionnels du tourisme. Et ça, c'est le message qu'on martèle depuis le mois de juillet. Et je peux vous dire que ça marche. Et puis en plus, l'argent reste sur le territoire. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier Christophe et Guillaume sur leurs interventions parce qu'elles apportent... Isabelle voulait réagir par rapport à ces interventions. Oui, je crois que les offices dans la salle vont être d'accord avec moi. On a vraiment cette difficulté, hein, tu le soulignais Christophe, on a une grosse base de données dans tous nos offices de tourisme qui s'appelle Sirtaki. C'est une base de données régionale. Et toutes les informations qui sont saisies par les offices de tourisme venant d'abord des prestataires nous permettent d'alimenter nos sites internet, nos applications, etc. Et donc la difficulté encore aujourd'hui, c'est que vous nous donniez les informations qui va permettre à l'office de tourisme de saisir sur son site internet et de fait, si c'est saisi sur son site, ça remonte sur le site bassin-arcachon.com. Les photos, c'est un point essentiel. Et on est vraiment toujours dans la difficulté d'avoir des photos, parce que vous savez très bien, vous le faites tous lorsque vous regardez un site internet pour une destination, vous vous basez d'abord sur les photos. Et donc c'est vraiment important pour nous, pour que nous fassions correctement notre métier ensuite, que vous nous donniez les informations, c'est une fois par an, on vous envoie une fiche et on vous demande juste de la compléter avec les bonnes photos. On est là pour vous accompagner si la fiche est trop technique, etc. Mais c'est la base de notre métier. Si on n'a pas vos informations à la base, on ne peut pas correctement faire la promotion de vos différents secteurs d'activité. Donc voilà, c'est un message aussi qu'on voulait vous faire passer parce que c'est vraiment compliqué au niveau de nos sites internet. On va remercier bien sûr Frédéric et Guillaume pour ce partage d'expérience. Vous l'avez tous compris, vous êtes ici plus de 600 professionnels du tourisme. Je crois que les représentants des offices vous ont clairement expliqué à quel point votre collaboration était essentielle pour mettre en valeur votre région. Et il est vrai que quand on se place tout simplement dans le rôle de l'utilisateur, eh bien, on a plus tendance à demander à son hébergeur, quel qu'il soit, chambre d'hôte, hôtel, camping aussi, l'information pour connaître le bon restaurant, les choses à voir dans le coin, plutôt que de faire la démarche d'aller à l'office de tourisme. Donc voilà, c'est un ensemble de maillons indispensables pour la réussite de la promotion touristique. Et puis les photos dans une si belle région que la vôtre, c'est quand même pas très compliqué. Non. On va, après avoir remercié donc nos deux intervenants, Guillaume et Christophe, on va passer à la suite, toujours dans la continuité de ce grand journal. Mais avant, je vais laisser quand même notre fil rouge de la matinée, Didier Janot, nous donner son point de vue sur cette table ronde. Bien, effectivement, ces expériences nous prouvent que nous sommes dans un changement comportemental du touriste. On le voit bien qu'il est en quête aujourd'hui de sens. Il recherche de l'authenticité,
ils recherchent un partage d'expériences. Et effectivement, aujourd'hui, il faut répondre à cette tendance. Je pense que le concept bassin d'Arcachon, les vraies vacances, répond aujourd'hui parfaitement à cette tendance. C'est vrai que ce concept favorise, je dirais, le contact humain et met l'humain au cœur, effectivement, de cette stratégie. Les vraies vacances, ce sont de vrais lieux, ce sont de vrais gens, de vraies émotions. Et je salue donc bien sûr l'initiative d'Isabelle et de son équipe pour monter ce projet Gritter. Je crois que c'est tout à fait adapté aujourd'hui au positionnement effectivement du bassin d'Arcachon. Je pense que bien sûr il faut aussi valoriser ces habitants, leur donner les contenus nécessaires pour pouvoir bien communiquer sur leur territoire. Je pense aussi qu'il faut leur donner les mêmes outils que les touristes, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir donner une information instantanée, car ce sont des touristes aussi en mobilité. Donc il faut bien maîtriser toutes ces nouvelles technologies. Et puis l'ensemble doit se faire effectivement dans un cadre, parce que c'est un tourisme participatif qui doit être sûr. Et en ça, effectivement, se reposer sur les organismes, sur les offices de tourisme, me paraît effectivement fondamental.